Talks se poursuivent toujours en direct de Cannes à l'occasion du World AI Cannes Festival sur le pavillon Côte d'Azur France Terre d'IA avec le département des Alpes-Maritimes et la Maison de l'Intelligence Artificielle, troisième journée destinée au grand public. On parle donc beaucoup des formations. On va parler des compétences dans l'IA avec Lucile Sassatelli qui est professeure des universités en informatique et donc directrice scientifique de l'École française de l'IA, 3IA Côte d'Azur. Bonjour Lucile. Bonjour. Et avec Ève Saint-Germès, maîtresse de conférences en sciences de gestion, GREDEG. Bonjour Ève. Bonjour. Alors Ève, tout d'abord, présentez-nous votre expertise et donc ce que c'est cet acronyme GREDEG. GREDEG. Le GREDEG, c'est facile à comprendre, c'est le groupe de recherche en droit, économie et gestion. Et on pourrait rajouter aussi en sociologie parce qu'on a quelques collègues qui nous ont rejoints. Et donc on est un laboratoire qui travaille à travers ces différentes disciplines, en pluridisciplinaire, en interdisciplinaire, avec beaucoup de travaux centrés sur l'innovation et évidemment sur l'intelligence artificielle. Nous avons notamment Simonet qui est intervenu, qui est professeur et qui a une chaire de l'économie de l'IA. Donc on a véritablement aussi dans notre école universitaire un développement très important des recherches sur cette thématique. Le numérique depuis longtemps, mais l'intelligence artificielle évidemment devient un objet à part entière. Et alors vous, Lucile, donc directrice scientifique pour l'École française de l'IA. Voilà, donc l'École française de l'intelligence artificielle Côte d'Azur, donc EFELIA Côte d'Azur, c'est un grand programme de l'État pour lequel nous avons été sélectionnés, qui est porté par l'Université Côte d'Azur et par l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle 3IA Côte d'Azur, dont le stand est là-bas, et qui vise à massifier la formation à l'IA à tous les niveaux de formation, du lycée jusqu'au doctorat, plus formation entreprise. Donc on a un très large programme de développement de formation à l'intelligence artificielle par l'université, par des chercheuses et des chercheurs, des enseignants-chercheuses et des enseignantes-chercheuses académiques qui font leurs recherches en IA de façon multidisciplinaire, que ce soit en économie, management, sociologie, informatique, mais aussi mathématiques appliquées, parce que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui a été construit à l'intersection des mathématiques, de l'informatique, des neurosciences, mais qui maintenant, de par son aspect socio-technique, c'est-à-dire que ces systèmes sont conçus dans un cadre social et déployés dans un cadre social, ça en fait des systèmes socio-techniques pour lesquels une compétence multidisciplinaire est absolument nécessaire. Je souligne également que les personnels qui interviennent sont membres du consortium plus large du 3IA Côte d'Azur, c'est-à-dire qu'on est Université Côte d'Azur, Centre de recherche INRIA d'Université Côte d'Azur, CNRS, INSERM, Schema, Business School et Eurecom. Voilà. Alors quelles sont les transformations des compétences avec l'IA ? Alors elles sont nombreuses et ça fait aussi assez longtemps qu'on s'interroge sur l'impact de l'IA sur les compétences, l'emploi, les travailleurs. C'est vrai que c'est un sujet brûlant avec le tournant des IA génératives, ça s'est encore plus accru depuis ces derniers mois. Finalement, les transformations, elles sont pensées en termes de contenu du travail. On va se demander combien de vos tâches, de vos activités vont être remplacées ou prises en charge par des systèmes d'IA. Et donc on va considérer qu'un emploi, un poste disparaît quand on a 70% de ces tâches qui sont prises en charge par un système d'IA. Et puis les transformations, qui sont déjà des transformations assez profondes, elles vont être pour un emploi où on a entre la moitié et 70% des tâches, là aussi, prises par un système d'IA. Et quand on regarde les études les plus récentes, on va avoir effectivement un nombre au niveau mondial d'emplois qui sont menacés d'automatisation autour de 15% et de grandes transformations, donc 50 à 70% des tâches qui sont prises en charge par l'IA. On est là plutôt autour de un peu plus de 30%. La France est légèrement plus exposée que d'autres pays avec des données un petit peu plus élevées, autour de 17%, autour de 33% pour les emplois transformés. Et donc effectivement, il y a des enjeux d'accompagnement, mais les transformations ne sont pas toujours négatives. Effectivement, il y a des salariés qui vont être remplacés ou qui vont perdre une partie de l'intérêt de leur travail.
On peut penser, par exemple, aujourd'hui à la crise pour les traducteurs ou à la grève des scénaristes qui ont obtenu un accord social justement pour ne pas être remplacés. Mais effectivement, on a aussi toute la perspective d'augmentation, d'amélioration de nos tâches, de nouvelles possibilités de s'organiser, de nouvelles possibilités d'apprécier la performance, de nouvelles possibilités dans le travail. Et là, on peut donner évidemment l'exemple de la médecine, où on a là véritablement une reconfiguration de la manière de travailler, mais aussi de la valeur ajoutée, de l'identité, par exemple, d'un radiologue. Donc par rapport à ça, finalement, les transformations, elles sont assez rapides, elles sont déjà à l'œuvre depuis de nombreuses années. Les études les plus récentes sont plus optimistes finalement que des études plus anciennes par rapport au remplacement ou aux personnes qui seraient dominées sous du management algorithmique, ubérisé, avec vraiment une perte de qualification, une perte de compétences, une perte d'intérêt. Les salariés augmentés, on a aujourd'hui plutôt l'idée qu'on aurait 13% de la main-d'œuvre selon l'étude de l'Observatoire de l'Organisation internationale du travail, qui seraient donc des salariés plutôt augmentés. C'est intéressant, cette notion de salarié augmenté, vous pouvez l'expliquer ? Le salarié augmenté, c'est effectivement celui qui va avoir une interface positive dans son travail. Peut-être qu'un certain nombre de ces tâches vont être remplacées, prises en charge par des systèmes d'IA, mais ce remplacement, finalement, lui libère du temps pour se repositionner. Notamment, on met beaucoup en avant le repositionnement, la réhumanisation. On peut prendre, vous aviez parlé dans la table ronde précédente du contrôleur de gestion comme un data analyst. Effectivement, il a de nouvelles possibilités d'analyse de données financières et ça se repositionne plutôt dans un conseil, dans une relation, dans une capacité d'analyse critique de tous ces analytiques qui va donc repositionner sa valeur ajoutée, sa contribution et finalement réhumaniser dans une relation avec son client plus intéressante. Lucille, pour vous, quelles sont les transformations des compétences ? Alors, ma collègue est plus spécialiste que moi sur les aspects génériques de supply chain dans l'entreprise. Par contre, je pourrais plus mentionner les aspects vraiment informatiques, travail de l'ingénierie, de la programmation. Donc là, effectivement, on a des transformations qui arrivent à grands pas. Ça fait maintenant quelques temps, de petites années, on va dire, que le travail du développement logiciel est modifié par des outils, notamment basés modèles de langage. Tout le monde connaît ici ChatGPT. Eh bien, ces outils-là permettent de générer également du code informatique qui va permettre de simplifier ou en tout cas d'automatiser une partie des tâches. La question fondamentale, c'est toujours que ces systèmes-là, ces systèmes d'IA, ChatGPT en est un, donc il y a des algorithmes, des modèles qui sont intégrés dans un processus un petit peu plus complexe pour en faire un chatbot, eh bien, ne sont pas nécessairement fiables. Enfin, ils ne sont pas fiables. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas précisément leur domaine de validité. Et dans ce cadre-là, eh bien, ça veut dire qu'à partir du moment où on envisage une automatisation même partielle d'un travail, il faut absolument mettre en place, en fait, quelque part des garde-fous pour identifier comment est-ce que l'on peut l'utiliser de façon à ce qu'il n'y ait pas de faille, à ce qu'il n'y ait pas d'erreur qui se propage le long de la chaîne de production ou le long de la chaîne de valeur. Et c'est un des challenges cruciaux en IA actuellement. En particulier, donc actuellement, eh bien, on a organisé la semaine dernière une journée nationale avec le groupement de recherche du CNRS spécialisé en développement logiciel. On a une modification de la façon dont les ingénieurs travaillent sur la programmation. Et ça correspond en fait à des questions qui arrivent. Donc typiquement, quelles sont les tâches que l'on peut automatiser et qu'est-ce que ça change dans la façon de travailler dans l'entreprise, dans le développement logiciel. Donc il y a en particulier les questions de est-ce que ça nous permet justement de travailler de façon augmentée, c'est-à-dire finalement de se détacher de se permettre d'éviter un certain nombre de tâches très bas niveau, très un petit peu répétitives,
pour finalement aller vers une concentration, une focalisation de l'énergie sur des tâches de nature plus abstraite. Donc typiquement, penser une architecture logicielle, les différents motifs de conception d'une architecture logicielle sans devoir faire du code que tout étudiant de première année apprend à l'université. Donc ça modifie les process dans les entreprises et ça pose énormément de questions également pour l'enseignement. On pourra peut-être y revenir parce que l'introduction de ces outils dans les process pose des questions sur leur fiabilité, la façon de les utiliser, la façon dont on doit réorganiser le travail entre les salariés, mais également du coup, comment est-ce qu'on doit former nos nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants à ces outils-là, parce que ces outils ne sont pas complètement fiables tels qu'on a d'autres outils tels que les compilateurs dans le monde informatique. Donc beaucoup de questions, beaucoup de transformations qui sont également l'objet de travaux de recherche actuellement. Donc ça, c'est très important de le souligner. On n'a pas de réponse finalisée parce que les systèmes ne sont pas du tout matures. Donc ça, j'insiste, les systèmes d'IA ne sont pas matures. Et en plus, on ne sait pas exactement comment le mieux possible les utiliser dans des processus de production. Donc des travaux en recherche côté éducation, des travaux en recherche côté déploiement et des travaux en recherche côté conception de ces systèmes. C'est là-dessus que, en particulier, les activités d'enseignement et de recherche de l'université se déploient parce que c'est fondamental pour envisager les compétences nécessaires. Alors, quelles seraient justement les compétences d'employabilité à l'ère de l'IA? J'ai presque envie de vous poser la question, qu'est-ce que je dois avoir sur mon curriculum vitae dans quelques mois maintenant pour être sûr de trouver un emploi? Si je le savais, oui, effectivement, je le partagerais. Mais il faut évidemment voir différentes situations et différentes options. On parlait tout à l'heure des salariés potentiellement augmentés ou des salariés potentiellement remplacés. Quelles compétences d'employabilité pour un salarié potentiellement remplacé? C'est plutôt des compétences d'ordre professionnel, de carrière, gérer son parcours, rebondir, retrouver du sens, apprendre à apprendre, se former. Donc arriver à faire cette transition d'un emploi qui est menacé vers un emploi plus positif. Pour un salarié augmenté ou en voie d'augmentation, c'est plutôt des compétences d'interface avec l'IA. Comment arriver véritablement... Alors, on parlait des métiers du développement. Effectivement, c'est plus écrire du code, mais c'est bien prompter l'outil pour avoir la génération de code comme on le veut. C'est la capacité à faire du code review pour vérifier qu'il n'y a pas eu une problématique dans la génération automatique de code. Et donc, c'est effectivement des compétences qui vont être différentes selon la situation que l'on a, la possibilité d'être augmenté ou la possibilité d'avoir une reconversion importante, une bifurcation, une transformation de son activité précédente. Dans tous les cas, on a quand même beaucoup d'institutions qui nous donnent des repères sur des compétences qui sont des compétences importantes, quel que soit finalement le domaine professionnel, quelle que soit la situation, et je pense qu'elles sont toujours valables. On peut aller voir l'Union européenne, on peut aller voir encore une fois le Bureau international du travail. Dans les compétences transversales professionnelles clés du Bureau international du travail, on a apprendre à apprendre, travailler en équipe, communiquer et avoir des capacités de résolution de problèmes dans lesquelles les questions de créativité notamment peuvent être aussi importantes. Donc moi j'aurais tendance à reprendre les éléments sur les carrières soutenables, les carrières durables et dire pour faire carrière, il faut avoir une compétence technique qui a une valeur, il faut avoir un réseau pour pouvoir naviguer, il faut se donner du sens. Et finalement ça reste très important. Et dernier commentaire, effectivement, on a quand même beaucoup d'incertitudes aussi sur ces transformations. On a ce qu'on appelle la grande inconnue, the big unknown, où on a à la fois des potentiels de remplacement et d'automatisation et on ne sait pas trancher. Donc ça dépendra de la régulation, ça dépendra de la gestion, ça dépendra aussi de l'accompagnement qu'on pourra faire à ce type de profil pour le basculement sur la high road ou la low road, sur la haute corniche pour l'agenda de l'IA centré sur l'humain ou sur la basse corniche où là on est plutôt même en dessous sur le côté vraiment travail non équitable, salarié parcellisé, ubérisé, plateformisé avec toutes les difficultés que ça peut induire au niveau sociétal aussi. Lucille, une dernière question. Alors cours de conduite ou cours de mécanique? Alors
ce qui est vraiment extrêmement important de comprendre, c'est que l'IA, c'est tout un ensemble d'outils qui arrivent. Donc ce sont des contributions technologiques, des nouveaux algorithmes, des nouvelles méthodes formelles qui arrivent, qui sont traduites en système. Donc système voulant dire qui permet de faire quelque chose de spécifique. Et ces systèmes-là, eh bien, on a maintenant des systèmes d'IA. On avait au préalable d'autres systèmes qui arrivaient. Alors depuis la révolution industrielle, on en a eu un certain nombre. Je mentionnerai par exemple la calculatrice, qu'on prend souvent en exemple. Avant, il fallait faire les calculs de tête. On avait vraiment une valorisation du calcul mental. Lorsque la calculatrice est arrivée, eh bien, c'est une compétence qu'on sait avoir largement perdue parce que peut-être plus si nécessaire que ça. Et la question, c'est finalement l'IA, les systèmes d'IA sont des outils. Ces outils-là, il est très envisageable qu'il faut apprendre à les utiliser. On ne va pas être remplacé par l'IA, mais on va être remplacé par des gens qui connaissent l'IA. Autrement dit, clairement, il faut développer des compétences. Maintenant, effectivement, ça veut dire quoi, connaître l'IA ? Eh bien, si on apprend uniquement des savoir-faire à utiliser ces outils, ce n'est pas suffisant parce que ces outils ne sont pas de la même nature qu'un calculateur, qu'une calculatrice ou qu'une voiture. Donc j'ai pris cet exemple de voiture. Lorsque on veut utiliser une voiture, on passe son permis de conduire. Vous n'avez pas de cours de mécanique lorsque vous passez votre permis de conduire. Vous n'avez pas à savoir comment fonctionne le moteur. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque vous appuyez sur les freins, les systèmes automobiles sont certifiés. Si vous appuyez sur la pédale de frein, la voiture va freiner. De toute façon, si elle ne freine pas, il y a un problème et ce n'est pas prévu comme ça. Si on appuie sur une touche dans un système d'IA, typiquement ChatGPT, la réponse ne va pas être la même en fonction de qui appuie. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que si on appuie sur la pédale de frein, on n'est pas sûr que ça va freiner. Autrement dit, il n'y a pas de certification à l'heure actuelle de ces systèmes. On n'a pas d'identification claire de leur domaine de validité. Il y a énormément de failles, des failles critiques qui ont été visibilisées par la communauté scientifique, mais aussi par le monde social, avec des drames humains dans leur implémentation, dans leur déploiement. Je pense au système de justice américain, je pense au système d'allocation familiale au Danemark, où on a fini à la Cour de justice européenne de par les failles inenvisagées des systèmes dans leur conception même. Donc je tiens à souligner que l'erreur est humaine. Donc tout ça pour dire que actuellement notre position, c'est qu'on ne peut pas se former à l'IA uniquement par des savoir-faire. On ne peut pas uniquement apprendre à utiliser ChatGPT ou Midjourney ou DALL-E pour créer son contenu lorsqu'on travaille dans les industries culturelles et créatives ou dans les médias. Ce n'est pas possible. Il faut absolument, absolument comprendre les principes fondamentaux de ces systèmes, regarder un tout petit peu sous le capot. C'est ce que l'on arrive à faire à l'université en déployant des formations pour les 15 000 étudiantes et étudiants qui rentrent en licence en 2024. C'est ce qu'on arrive à faire pour toutes les formations de master également. Et ça, c'est absolument fondamental parce que ça va permettre de mieux envisager les failles et les enjeux, les limites de ces systèmes actuels qui vont être amenés à changer très 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 rapidement. Je veux dire, ils deviennent obsolètes très vite. Et donc, un enjeu fondamental de l'employabilité, c'est l'adaptabilité. Et cette adaptabilité ne peut être acquise qu'avec une formation solide qui permet d'envisager les limites techniques, mais qui viennent aussi du contexte de production. Donc on a quand même un écosystème d'acteurs de l'intelligence artificielle, je pense en particulier aux grandes entreprises, typiquement OpenAI, Microsoft, Google, etc., qui conçoivent ces systèmes avec lesquels on interagisse au quotidien, qui ont des a priori, qui ont des contextes de production bien spécifiques, qui font que ces systèmes ont été conçus dans un objectif autre que celui pour lequel on les utilise. Et comprendre cela et comprendre l'impact que ça a sur les résultats que vous en tirez, la façon dont vous devez les utiliser pour votre objectif qui est différent de celui pour lequel ils ont été créés, c'est absolument fondamental. Donc voilà, j'insisterai juste sur le point que malheureusement, on ne peut pas du tout envisager actuellement ces systèmes comme une voiture ou une calculatrice. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils sont largement immatures, malgré une apparence de cohérence extrêmement forte dans les réponses que peut vous donner un modèle de langage comme GPT. Eh bien, il y a énormément de failles. Je mentionnerai les biais sexistes, les biais racistes notamment.
Mais pas que. On sait qu'on n'a pas de factualité. On sait qu'il n'y a pas d'accessibilité au sens de ces systèmes. Donc des limites fondamentales qui sont nécessaires à comprendre pour développer une compréhension véritable de façon à permettre une adaptabilité optimale une fois en emploi. Merci beaucoup à toutes les deux. On va se retrouver dans un instant pour poursuivre ces IA Talk et on va parler du concours IA 06. À tout de suite, toujours en direct du World AI Cannes Festival.